vous le disiez, on parle de diplomatie ce matin avec notre invité spécial. Il s'agit de Dr Issa Kassoaré. Il est expert, consultant international, spécialiste de gouvernance, de gestion et de médiation. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont le plus récent porte sur la diplomatie guinéenne, la diplomatie de la République de Guinée, passé, présent et futur. Et le titre donc de ce livre qui présente les contextes géopolitiques de la diplomatie guinéenne depuis l'indépendance. Avec lui, nous allons aussi évoquer la transition en cours, notamment l'accord trouvé récemment entre la CEDEAO et les autorités de la transition. Bonjour et bienvenue, Dr Souaré. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Yaya, pour la première question. Oui, docteur, votre ouvrage a fait l'objet d'une dédicace ce week-end à l'université. Parlez-nous-en. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous l'avez dit, le titre, c'est la diplomatie de la République de Guinée, passé, présent et à venir. Donc, ça travaille sur l'évolution de la diplomatie de notre pays, le présent de cette diplomatie et aussi des perspectives d'avenir. Parce que cette diplomatie a parcouru des temps. Donc, pour une question de méthodologie, nous avons essayé de définir ces temps selon les différentes républiques que nous avons connues. Donc, le passé correspond à la Première République de 58 à 84, le présent aux Deuxième et Troisième République, et l'avenir, c'est à partir de maintenant et à l'avenir. Pourquoi la Deuxième et Troisième République en une seule partie, alors que la Première est en une partie à part? Parce qu'il y a des constances dans la diplomatie guinéenne depuis l'indépendance. Question de panafricanisme, soutien à l'intégration africaine sont des sujets qu'on peut voir l'ensemble des régimes travailler avec plus ou moins les mêmes énergies. Sauf que l'accent qui était mis sur les considérations d'ordre idéologique sont plus prononcés sous la Première République que sous les Deuxième et Troisième Républiques qui, eux, ont voulu mettre l'accent sur ce qu'ils ont appelé la diplomatie économique. Alors, docteur, à ce niveau, oui, la diplomatie économique, je pense qu'à ce niveau aussi, on peut parler d'idéologie parce qu'il s'agit là du libéralisme. Alors, le libéralisme économique ou politique, je pense aussi c'est de l'idéologie. Vous avez raison. Oui. Vous avez raison parce que justement, le libéralisme capitaliste ou l'économie du marché a triomphé à la fin de la guerre froide et l'économie s'est imposée comme l'aune principale par laquelle on peut jauger la puissance d'un État par rapport à la force militaire qui était jadis la principale mesure de puissance. Donc c'est pourquoi les Deuxième et Troisième Républiques sont traitées dans une même partie. Oui. Et la dernière partie qui parle de l'avenir de la diplomatie guinéenne essaye de tirer les leçons du passé et du présent pour proposer des mesures allant dans la qualification de la diplomatie guinéenne, tant l'infrastructure que le déploiement et les moyens, surtout mis dans le contexte, nous sommes maintenant dans l'ère numérique, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, nous sommes dans l'ère des moyens de conférences à distance. Et comment est-ce qu'on peut mettre tout ça à profit pour que la diplomatie guinéenne puisse s'imposer, rayonner, non seulement sur la scène régionale, continentale, mais pourquoi pas internationale. On va justement revenir sur la promotion de cette diplomatie guinéenne, mais avant, vous dites dans votre livre que la diplomatie guinéenne s'est montrée très dynamique avant que ne survienne une période de morosité. Ça c'est vrai. La première décennie de l'indépendance, c'est-à-dire de 58 jusqu'à l'année 65-67, la diplomatie guinéenne était très très dynamique. D'abord, pendant 2 ans, la Guinée était le seul pays francophone d'Afrique noire qui était indépendant, donc qui avait la voix au chapitre aux Nations Unies. Quand la Guinée était à New York, assise sur sa chaise République de Guinée,
les autres pays, Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, étaient dans la délégation française parce que c'était des républiques dans la communauté française. Et donc, tout le monde voulait draguer la Guinée. Et la Guinée était consciente de cela. Et donc, la Guinée était très, très dynamique. Mais il y a eu des problèmes avec le voisinage, problèmes avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, problèmes avec la France et aussi des questions d'ordre interne qui avaient eu un impact sur le dynamisme au sommet, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État. Cela ne veut pas dire que le ministre des Affaires étrangères n'était pas actif. Lui, Lansana Béavogui, était très très actif sur les scènes continentales et internationales. Donc oui, il y a eu une période de morosité jusqu'en 1978, lorsqu'il y a eu la grande réconciliation de Monrovia en mars 1978 entre la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Entendu que 2-3 ans auparavant, en 1975, il y avait eu aussi la réconciliation avec la France, parce qu'il y avait eu une rupture de 10 ans entre la Guinée et la France. Et le rebond que la diplomatie guinéenne a connu, c'était encore plus rayonnant. Le président Sékou Touré était sollicité, y compris dans le dossier Iran-Irak, dans lequel il a joué un rôle important. Sahara occidental, il faisait partie du comité des chefs d'État. Et donc, encore, on peut constater aussi une période de morosité quand il y a eu la transition du CMRN en 1985, dans ce sens que la Guinée avait tissé de bons rapports avec certains pays, la Tanzanie, des pays d'Afrique australe, et vu que les nouvelles autorités avaient une direction différente, donc l'accueil de ces nouvelles autorités était différent de certains pays, mais comme j'ai dit, il y a eu des constances dans cette diplomatie guinéenne à travers les temps. Après cette période de morosité, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la diplomatie guinéenne se porte mieux? Mieux, je pense que ça va dépendre de comment vous voyez ça, mais on a eu des moments plus dynamiques, je pense qu'on peut dire. Et il y a justement des tentatives de redynamiser et d'aboutir à un rayonnement toujours conséquent. Et il peut être peut-être erroné d'analyser la diplomatie de chaque régime sur le même alignement. Il faut contextualiser la diplomatie de chaque régime dans son contexte dans lequel il se trouvait. Des choses qui étaient nécessaires sous la Première République ne le sont plus ici. Et des choses qu'on peut se permettre aujourd'hui qui n'étaient peut-être même pas disponibles au temps de la Première République. Allez-y, Emmanuel. Aujourd'hui, parce que votre ouvrage tente justement de tracer une sorte de ligne sur l'histoire de la diplomatie guinéenne, de l'indépendance à maintenant, est-ce que vos travaux vous ont permis de constater, par exemple, une sorte de ligne directrice entre Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui Mamadi Doumbouya? Est-ce qu'il y a un élément qui les connecte tous sur le plan diplomatique? Oui, je pense que ça c'est le panafricanisme et appui au processus d'intégration régionale. Le temps de Sékou Touré, la Guinée s'est beaucoup investie dans l'avènement de la CEDEAO. La CEDEAO, l'idée est venue de deux chefs militaires, le Togolais Gnassingbé Eyadema et le Nigérien Yakubu Gowon. Et puis ils ont sillonné les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on suit l'histoire de ces périples, l'accueil qu'ils ont eu en Guinée était le plus franc que tous les autres pays francophones. Il y avait des pays francophones qui voulaient une unité ouest-africaine, mais avec des liens très étroits avec la France. La Guinée a joué un même rôle aussi dans la création de l'OUA. Savez-vous qu'en 1959 déjà, il y avait eu l'union Guinée-Ghana, puis Guinée-Ghana-Mali. Donc ça, c'est le panafricanisme. Lansana Conté, vous avez vu les actions de la CEDEAO, Ecomogo au Libéria, en Sierra Leone. Au Libéria, c'était vraiment le trio Guinée, Ghana, Nigeria.
C'était pareil aussi en Sierra Leone. C'est plus tard que d'autres pays ont été cooptés ou ont été convaincus de s'engager. Mais c'était vraiment le seul pays francophone sur lequel on pouvait compter. On a vu aussi la Guinée en Guinée-Bissau et d'autres actions. Encore sous Alpha Condé, en ce qui concerne le panafricanisme, d'abord l'aboutissement c'était sa présidence en 2017 de l'Union africaine. Donc je pense que le panafricanisme et l'appui au processus d'intégration régionale peuvent être considérés comme une constance. Et en termes de failles, qu'est-ce qui se recoupe dans les régimes qui se sont succédés et quelle est la différence par rapport Alors, je pense à ces que régimes? quand on voit les conditions de travail des diplomates, je me suis entretenu avec beaucoup de diplomates. Il semble que sous la Première République, les diplomates guinéens étaient dans de meilleures conditions de travail. Ils étaient beaucoup plus écoutés. Bon, on peut comprendre aussi que les diplomates avaient des instructions idéologiques fermes. C'est-à-dire vous n'aviez pas à penser plusieurs fois pour savoir quelle est votre ligne de conduite. Donc ça, c'était très évident. D'autres pays, le Libéria, la Sierra Leone, suivaient le mot de la Guinée. C'est-à-dire à New York, des diplomates libériens qui n'avaient pas eu des instructions fermes de leur capitale attendaient que la Guinée se prononce. Puis ils suivaient. Donc la Guinée avait en fait un rôle de moteur en ce moment-là. Et donc, il y a eu un moment où les diplomates guinéens à l'étranger souffraient. C'est-à-dire des arriérés de salaires de diplomates, paiement de location pour nos chancelleries. La Première République ne connaissait pas ça, ou très peu. Donc, il y a certaines des choses qu'on peut voir à travers les différents temps. Alors, dans cet ouvrage, vous faites un parallèle entre, en tout cas, la dynamique de la diplomatie guinéenne de l'indépendance de la Guinée à nos jours. Mais moi, je voudrais quand même vous amener sur un terrain. On sait que sur le plan diplomatique, la dislocation du bloc soviétique a contribué à redéfinir les enjeux mondiaux. Dites-nous, comment la Guinée a-t-elle opéré cette transition internationale? Tout à fait. Et alors, un supplément à la question de madame, une autre constance est vraiment les efforts d'équilibrisme. C'est-à-dire de demeurer neutre dans les batailles entre les puissances. Non-alignement. Non-alignement. Ouais. Avec plus ou moins de succès selon les cas, selon les situations particulières. Ouais. Alors la dislocation de l'Union soviétique en 89-90 a fait triompher le libéralisme capitaliste. Donc, ce qui a fait que déjà en 84, les nouvelles autorités sous Sémérène se sont inscrites dans la logique du libéralisme parce qu'ils avaient aussi été dragués par des pays occidentaux. Ils n'étaient pas absents, les pays occidentaux. Mais il y a eu vraiment l'arrivée massive. Vous savez, par exemple, en 85, il y a eu des entreprises étatiques qui ont été privatisées où des acteurs privés se sont investis dans des secteurs qui étaient jadis sous l'État. La banque, par exemple, BCG, surtout des entreprises françaises, sont venues beaucoup. La fameuse privatisation sous l'impulsion des institutions de Bretton Woods. Exactement, exactement. Donc, la Guinée entre dans l'après-guerre froide qui coïncide avec le vent de libéralisation. Et la Guinée s'inscrit aussi dans cette même logique, d'où la constitution de 90, les élections de 93 et ainsi de suite, le multipartisme. Donc tout cela influe, ce sont les éléments de contexte qu'il faut avoir à l'esprit pour mieux comprendre les dynamiques de la diplomatie d'un pays comme la Guinée, mais de tout autre pays dans un contexte spécifique. Alors, docteur, j'aimerais avoir votre lecture sur les coups d'État dans un pays, surtout sur la diplomatie, l'impact des coups d'État militaires sur la diplomatie d'un pays. Nous savons que c'est une interruption de l'ordre constitutionnel et s'il y a des condamnations souvent de la communauté internationale, selon vous, quelles peuvent être les conséquences des coups d'État sur la diplomatie d'un pays? Alors, en Afrique, il n'y avait pas de conséquences des coups d'État sur la diplomatie avant juillet 2000.
parce qu'avant juillet 2000, il n'y avait aucun instrument, ni régional, ni continental, qui condamnait les coups d'État. Donc, nous sommes à quelques 98 coups d'État militaires réussis en Afrique depuis le premier qui a eu lieu en juillet 1952 en Égypte. C'est justement avec le vent de libéralisation que je viens de mentionner dans les années 90 que les pays africains se sont dit non. Alors, les coups d'État ne sont pas la voie à suivre pour le changement des régimes. Alors, il faut réguler cela. C'est ainsi qu'il y a eu la déclaration de Lomé. La déclaration de Lomé prend son origine d'abord des coups d'État qui a renversé Ahmed Tidiane Kaba en Sierra Leone en 97, qui est intervenu, c'était en juin, 29 mai à peu près, une semaine avant le sommet de l'OUA à Harare. Et ça, c'était considéré comme double coup. Coup aux efforts de résolution de conflits, parce que la Sierra Leone était en conflit depuis 1991 et on avait réussi à mettre fin à cela, à procéder à des élections, puis pouf, il y a un coup d'État qui renverse ça. Donc ils ont pris ça comme un affront à leurs efforts. Deuxièmement aussi au processus démocratique, un président démocratiquement élu. Donc depuis lors, alors lorsqu'il y a un coup d'État, le pays est suspendu des instances décisionnelles de la CEDEAO et de l'Union africaine. Là, si tel est le cas, ça handicape votre diplomatie, que vous ne pouvez pas être représenté au sommet dans les instances décisionnelles. Donc cet impact, on le ressent depuis 2000, pas avant 2000. Et là, ça restreint, par exemple, pendant le temps de CNDD, je connais que des diplomates, des ambassadeurs ont été nommés dans des pays, mais qui, suivant les instruments de l'Union africaine, n'ont pas pu être accrédités. C'est-à-dire des chefs d'État ont refusé d'accepter les lettres de créance de certains ambassadeurs guinéens. Donc ils sont restés longtemps. Ils ne peuvent pas aller à certaines réceptions parce que dans la diplomatie, si vous n'avez pas été accrédité encore, là où le chef de l'État du pays hôte est présent, vous n'avez pas le droit d'être présent là-bas. Parlant des diplomates guinéens, j'ai entendu le professeur Alpha Condé dans une boutade dire que la diplomatie guinéenne, c'est une diplomatie du cocktail et de réception. Il disait qu'il fallait renforcer la formation. On a des diplomates qui ne parlent pas anglais. Il y a quand même des choses à faire, beaucoup de choses au niveau de la formation, docteur. Oui, il a raison, sauf qu'il aurait dû aussi contribuer à cela, je pense, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas à ces niveaux, qui peut formuler de telles critiques, c'est bon, mais maintenant que vous y êtes, vous êtes responsable de corriger ça, mais il fallait s'y mettre. Elle n'a pas pu faire beaucoup d'efforts. Et je pense par exemple l'idée d'école d'administration publique pouvait aider à ça, dans ce sens qu'on pouvait avoir, on peut encore quand ça va être opérationnel, et dans la structuration du ministère des Affaires étrangères, il y a un centre de formation qui est prévu depuis des années. Et donc il faudra opérationnaliser ça, et dans l'école d'administration publique ou alors en partenariat avec certaines universités, avoir des modules qui forment les diplomates en continu. Est-ce qu'on devrait mettre beaucoup plus de rigueur Oui, absolument. Beaucoup plus de rigueur, 1, dans la formation, 2, dans le recrutement, c'est-à-dire avoir la méritocratie comme l'unique base de recrutement. Ce n'est pas l'impression qu'on a. Oui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour... Il y a vraiment des diplomates guinéens qui sont hautement qualifiés, compétents. Mais nous voulons que tout le monde, c'est que les moins compétents soient l'exception. Question des langues aussi, c'est très important. Vous envoyez quelqu'un à New York qui ne peut pas s'exprimer en anglais. Or, en diplomatie, les coulisses comptent beaucoup. Et donc, vous n'allez pas, pendant que vous êtes en séance plénière, il y a les mécanismes d'interprétation simultanée. Vous pouvez profiter de ça. Mais en coulisses, avec votre tasse de thé, vous ne pouvez pas engager des discussions avec vos collègues. Donc, tout ça, vraiment, sont des problèmes. Parlant également d'Alpha Condé, dans votre ouvrage, vous parlez de son régime sur le plan diplomatique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement, ou si vous voulez, une particularité avec son régime et les
régimes militaires qui lui ont succédé. On disait que la Guinée était de retour sur la scène internationale. D'une certaine manière, parce que vous avez les dernières années de Lansana Conté, lui-même il était absent à cause de sa maladie, et la Guinée avait des arriérés dans bon nombre d'organisations intergouvernementales. Et lui, son arrivée, il a fait des efforts aussi pour régler certains de ces arriérés. Je n'ai pas les chiffres exacts si cela a été une constance tout au long de son bail à Sékou Touré, mais je pense qu'il avait exprimé ses désirs et il y a eu des efforts dans les premières années de sa présidence. Une question avant de passer à la transition. L'autre question par rapport à l'ouvrage, justement, c'est que c'est la perspective que vous évoquez en termes d'avenir pour la diplomatie guinéenne. À votre avis, en partant de l'expérience vécue, sur quelle ligne peut-on positionner la Guinée dans l'avenir en termes de diplomatie pour qu'elle soit plus efficace? Il faut tout faire pour que les signaux en interne soient ouverts. La diplomatie n'est que la vitrine et le miroir de la politique interne. Si nous n'avons pas de stabilité, si nous n'avons pas de mécanismes de transparence et rigoureux, les diplomates auront beau négocier l'arrivée des investisseurs étrangers, ils n'ont pas de vis-à-vis sérieux. Ça, c'est très important. Deuxièmement, la qualification des ressources humaines, c'est très important. Nous venons de l'évoquer. Je pense aussi être proactif, c'est-à-dire proactif dans la participation aux événements internationaux, mais dans l'accueil des événements internationaux. La Guinée a eu le droit d'abriter le Centre africain de recherche minière depuis 2017. Jusque-là, on n'a pas encore pu mettre à disposition un siège pour cela. Or, un tel centre va amener d'abord beaucoup de conférences dans le pays, va aboutir au recrutement. Le personnel local ne va pas venir de Sierra Leone, moins encore de l'Afrique du Sud. Ça va être guinéen. Et les gens qui vont venir doivent être logés. Ça, c'est pas gratuit. Ça contribue aussi au secteur immobilier. Et lorsqu'ils vont prendre des bonnes qui vont travailler pour eux, des agents de sécurité, ça vient avec et ça contribue au rayonnement. Donc, on devrait savoir profiter de... Exactement. C'est-à-dire sans presser. Il y a des pays... j'ai travaillé pour une organisation non gouvernementale il y a 10 ans, l'Institut d'études de sécurité. Et cette organisation voulait avoir, c'était basé en Afrique du Sud, voulait avoir une représentation en Afrique de l'Ouest. Et on a envoyé des émissaires dans des pays. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, pour nous attirer, on dit, vous êtes une organisation non gouvernementale, mais on vous accueille et on vous donne le statut diplomatique. Ça, c'est vraiment pour attirer des gens. Pour que la BAD revienne de Tunis à Abidjan, le gouvernement ivoirien a mis le paquet. On rénové, parce qu'à cause de la guerre civile en Côte d'Ivoire, la BAD a été délocalisée d'Abidjan à Tunis. La BAD emploie des centaines de personnes. Ces centaines de personnes sont payées en devises. Ils sont logés, ont besoin de chauffeurs, doivent se carburer. On crée des emplois. Beaucoup de choses. Donc, je pense que on a encore à faire à cet égard. Et aussi l'appui aux Guinéens dans les institutions internationales. Il y a des pays qui peuvent préparer des candidats sachant qu'un poste international prestigieux va devenir vacant dans 3 ans. Et on sait que nous avons un éminent universitaire qui a les qualifications techniques, mais il lui manque l'expérience politique. On peut le nommer ministre, ambassadeur pour qu'il ait cette expérience politique. Et comme ça, il a un dossier bien calé. Donc ça, c'est des choses avec la proactivité, on peut parvenir à faire. On ne fait pas assez la promotion de nos élites? Non. J'ai travaillé 4 ans pour l'Union africaine, 5 ans pour les Nations Unies. Je connais un peu comment... Une dernière question sur la diplomatie. Nous devons aborder d'autres... Dernière question, c'est sur les ressources humaines.
On sait que le premier diplomate d'un pays, c'est le président de la République. Mais pour ne pas avoir une diplomatie sans diplomate, qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il ne faudrait pas mettre l'accent sur la formation des ressources humaines? Vous l'avez déjà parlé avec l'ENA, l'École nationale d'administration, mais comment insister sur ça suffisamment? Parce que les ressources humaines comptent les négociateurs dans les organisations internationales. Vous savez comment ça fonctionne. Qui pour passer ce message pour qu'il Nous sommes en train de passer ces messages-là. Les affaires étrangères, qu'est-ce que le ministre peut faire Mais concrètement? D'abord, rendre le centre de formation qui est prévu dans l'organigramme du ministère comme un centre de formation, si cela peut se faire. En attendant qu'on ait par exemple l'école nationale d'administration ou avoir des partenariats avec des universités. Au Ghana, le Legon Center of International Affairs, qui est à l'université du Ghana, est un programme post-universitaire en relations internationales. Et le ministère ghanéen y envoie un quota de fonctionnaires qui suivent des programmes de diplômes supérieurs ou des masters. Puis c'est ouvert aussi à d'autres cadres ou à d'autres étudiants, y compris non ghanéens. Donc il y a plusieurs façons par lesquelles on peut faire. Évidemment, il y a des formations. On envoie des diplomates guinéens en stage. Il y a une académie diplomatique en Autriche à laquelle on envoie beaucoup de Guinéens. En Allemagne, on envoie. En Égypte, on envoie. En Afrique du Sud, on envoie. On envoie, on peut faire ça. On peut avoir aussi des cursus en langue pour que les diplomates qui vont être déployés dans des pays aient, d'abord, il y a des Guinéens qui ont appris différentes langues. Donc, que cela soit un critère de sélection. En Afrique du Sud, je vous dis, pour que vous soyez déployé dans un pays, vous faites une demande. C'est-à-dire que vous êtes en Guinée, vous voulez que votre prochain déploiement soit en France, mais il y a des critères auxquels vous devez répondre. Et parmi ces critères aussi, c'est la question de maîtrise des langues. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais je pense que ces émissions peuvent aider. Et c'était une des motivations pour moi d'entreprendre la rédaction de ces livres. Et bien évidemment, il faut de la stabilité, hein, par-dessus. Absolument, c'est ce que j'ai dit. La situation interne influe beaucoup sur... Beaucoup. Docteur Issa Kassoaré, notre invité spécial ce matin, il est expert consultant international, spécialiste de gouvernance, de gestion et de médiation. À venir dans un instant son regard sur la transition en cours en Guinée. Poursuit l'entretien avec notre invité Emmanuel, docteur Issa Kassoaré. Alors docteur, la deuxième partie de cet entretien va porter justement sur la transition guinéenne en cours. Il y a un élément important qui est ressorti récemment et qui, de mon point de vue, peut relever évidemment du champ diplomatique. C'est l'idée de délocaliser le dialogue guinéen dans un autre pays, un pays membre de l'espace CEDEAO, parce qu'on estime qu'au niveau interne, ça n'avance pas beaucoup. Beaucoup d'acteurs sont réticents à y venir. D'abord, quelle perception vous avez de cette idée et comment pensez-vous que sur le plan diplomatique, aujourd'hui, en tout cas avec la ligne de conduite que l'on observe, que cela puisse être faisable? Je pense que quand on lit ça dans le communiqué du sommet de la CEDEAO, c'était par rapport au processus de dialogue et pour dire faites un processus inclusif qui puisse avoir la participation de tout le monde. Et si cela nécessite une délocalisation, je pense que je le vois dans cette optique. Pas il faut délocaliser, mais si pour aboutir à un processus de dialogue inclusif, cela nécessite une délocalisation. Et si cette délocalisation aussi a besoin de notre appui, ben nous sommes disposés à faire ça. On a des nationalistes qui ne sont pas du tout d'accord. Ouais. Hein? Alors, docteur, depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a eu un coup d'État militaire qui a renversé le régime Alpha Condé. Nous avons affaire aujourd'hui à des militaires au pouvoir. Nous avons une diplomatie guinéenne qui est en marche, dirigée par le prix Nelson Mandela. Aujourd'hui, quelle appréciation, ou tout du moins, quelle analyse faites-vous des actes posés par le ministre Maurice Sanda, non seulement vis-à-vis de la diplomatie guinéenne, mais aussi de l'espace sous-régional, mais aussi de la communauté internationale? Quelle appréciation faites-vous de ces démarches? Les relations entre la junte et la CEDEAO. Hein? D'abord, c'est la relation entre la junte et la CEDEAO, pas Maurice Sanda, je dirais. Bon, en fait, alors, mais quand même, la diplomatie guinéenne est dirigée par lui. Par rapport à la première question, vous dites qu'il y avait des nationalistes. Je ne disais pas qu'il faut délocaliser le processus de dialogue. J'essayais d'interpréter le sens du communiqué de la CEDEAO. Maintenant, à votre question, je pense que
la diplomatie guinéenne, avec les contraintes qu'il y a en réponse à la question de M. Diallo, concernant le caractère transitoire et dans le contexte des instruments qui restreignent la marge de manœuvre de cette diplomatie. Donc on peut dire qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut. Et là, cela se joue beaucoup dans les relations entre la Guinée et la CEDEAO. Surtout sur la gestion de cette diplomatie. C'est sûr qu'il y a eu certains actes qui auraient pu être différents, on peut dire, mais je pense que dans l'ensemble, on voit que la diplomatie guinéenne essaye vraiment de travailler avec les instruments, parce qu'au départ, je pense qu'il y avait parfois une méconnaissance des instruments régionaux. On avait l'impression que certains poussaient pour un bras de fer vis-à-vis de la CEDEAO. Mais vous savez, l'essentiel, c'est qu'on se ressaisit, on tire les leçons. Et les leçons tirées, on voit alors que la situation est beaucoup meilleure. La relation est beaucoup meilleure maintenant entre la Guinée et la CEDEAO qu'elle avait été à un certain moment, quand je pense qu'il y avait eu des incompréhensions. Pendant également cette transition, nous assistons à des joutes oratoires de part et d'autre entre le pouvoir de Conakry et l'institution sous-régionale. De ce point de vue, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact sur la diplomatie de la Guinée lorsqu'on sait quand même que du côté guinéen, les langages sont très durs? En diplomatie, justement, ce n'est pas à travers les micros qu'on mène la diplomatie de façon efficace. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et qui se disent aussi discrètement et dont on voit l'impact. Donc en diplomatie, c'est très très important qu'on privilégie le contact direct en dehors des micros avec les interlocuteurs. Et donc lorsqu'il y a quelque chose sur laquelle nous avons des questions de clarification, ou parce qu'on n'a pas compris, ou on a compris d'une manière où on n'est pas content, exprimer ses mécontentements à travers les canaux appropriés est toujours privilégié en diplomatie que de réagir à travers des médias. Ça, ce n'est pas considéré comme une stratégie très pertinente en diplomatie. Alpha Condé, on vient de le sanctionner, notamment le département du Trésor américain l'a sanctionné comme d'autres chefs d'État. Est-ce que vous pensez que ces sanctions pourraient avoir un impact sur la diplomatie guinéenne? Alors, je ne connais pas trop le fond. C'est par rapport aux violations. Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que ça peut avoir comme un impact si c'était, par exemple, le président en exercice qui était sanctionné? Ça, c'est sûrement pourrait avoir un impact direct sur la diplomatie guinéenne. C'est un citoyen guinéen. Il s'agira maintenant de voir le fond de cela et quel rôle la Guinée peut jouer vis-à-vis d'un citoyen. Je pense que la Guinée, comme tout autre pays, joue et pose des actes lorsque des citoyens sont dans certaines situations qui lui permettent d'intervenir, parce qu'il y a certaines situations qui peuvent être au-delà de ce que l'État peut faire. Emmanuel. Allez-y. Oui, sur le ton employé par les chefs d'État et de gouvernement dans leur communiqué, en parlant de la durée d'abord, on dit qu'elle commence immédiatement. Il y a aussi, en parlant de l'inclusivité du dialogue, du cadre du dialogue, on demande de dialoguer sans exception. Est-ce que, à partir de ces mots-là, moi, ce sont ces deux termes-là qui m'ont attiré dans le communiqué, est-ce que vous ne sentez pas un ton ferme, une certaine fermeté dans le langage diplomatique employé par les chefs d'État dans ce communiqué? Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui est en mesure d'exercer la pression sur la Guinée? Bon, ça dépend de qu'est-ce que vous entendez par pression. Mais je pense que dès lors que la Guinée est membre de la CEDEAO,
et que la CEDEAO, en échange et consultation avec les autorités guinéennes, la CEDEAO réussit à faire comprendre aux Guinéens les exigences de ces instruments auxquels la Guinée a adhéré. Alors, parlant de la... voyons le fond. Voyons le fond, c'est-à-dire le début du chronogramme dans l'immédiat. Oui. Ça, c'est la tradition de la CEDEAO. C'est-à-dire quand vous voyez avec le Burkina, la CEDEAO a entériné le chronogramme avec le Burkina lors du sommet du 3 juillet. Ouais. Et ils ont dit que ça court à partir du 1er juillet. Pareillement, lorsqu'ils ont accordé une prolongation au Mali, c'était le même 3 juillet. Ils ont dit qu'à partir aussi du 1er juillet. Donc, ils s'inscrivent toujours dans le passé pour définir le début de quelque chose qui a été négocié et pas dans l'avenir. Et je pense qu'ils ont suivi cette même logique. Et du côté guinéen, je ne vois pas grande différence. Ça, c'est une question d'un mois. Et il me semble aussi que ça s'est accepté en Guinée. En tout cas, je n'ai pas entendu des déclarations allant à l'encontre de cela. Si tel est le cas, je ne l'ai pas encore entendu. Mais il y a une interrogation quand même aussi légitime qu'on peut se faire, c'est que dans un pays en transition comme la Guinée, qui a quand même, on va dire, renversé un pouvoir démocratique, plus d'un an, la transition est pratiquement un long fleuve tranquille, à plusieurs reprises, parce que de tradition, il y a des sanctions qui suivent. Ça n'a pas été le cas pour la Guinée durant plus d'un an. Est-ce que comment cela s'explique d'un point de vue diplomatique? Bon, parce que je pense que les autorités guinéennes étaient en négociation avec la CEDEAO. Et lorsqu'on est en négociation, des questions de sanctions sont suspendues. Mais malgré ça, vous avez vu aussi qu'à l'issue du sommet extraordinaire du 22 septembre à New York, des sanctions ont été brandies. Mais assorties, comme les juristes peuvent dire, c'était... on donne un délai, un ultimatum d'1 mois aux autorités guinéennes de proposer un chronogramme acceptable, faute de quoi les sanctions peuvent courir. Et heureusement, un accord a été trouvé juste la veille de cette date butoir pour que les sanctions ne soient pas mises en œuvre. Est-ce que, docteur, ça ne pourrait pas être aussi parce que la CEDEAO s'en veut de n'avoir pas agi contre le 3e mandat d'Alpha Condé? Cette question a été posée souvent. Et comprendre les mécanismes de fonctionnement de la CEDEAO, je pense que la CEDEAO a agi selon les instruments dont elle dispose. Mais docteur, il y avait le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Est-ce que la CEDEAO ne pouvait pas servir de cet instrument-là? Justement. Alors, il y a 2 éléments de ce protocole qui nous intéressent ici. D'abord, il y a un élément qui dit qu'il faut respecter les principes d'alternance au pouvoir démocratique. Mais voyez-vous, pour dire qu'on a violé les principes d'alternance, ça prend une acrobatie juridique pour arriver à ça. Mais l'autre élément qui est blanc sur noir, c'est de dire aucune modification substantielle aux lois relatives aux élections dans les 6 mois avant les élections. Ouais. Alors, en 2009, l'ancien président du Niger, Mamadou Tandja, a fait modifier sa constitution en août, alors que son mandat arrivait à échéance en décembre. Donc, moins de 6 mois. La CEDEAO a sanctionné le Niger, a suspendu le Niger. Les autres ont appris les leçons. Ils ont dit, OK, la surface de réparation pour qu'on souffle penalty, c'est 6 mois. Alors nous allons être Salam et Titi Camara, on va frapper loin des 6 mois. Alpha Condé, s'il attendait le 21 avril 2020 pour opérer sa modification, il tomberait dans les mailles de cette disposition. N'ayant pas fait ça, c'est comme quelqu'un qui porte des gants, commet un crime, il n'a pas laissé d'empreinte.
les caméras de surveillance ne sont pas allumées, vous vous dites, je l'ai vu, le juge vous dit, ok, quelles sont vos preuves, vous n'avez pas, mais le juge ne peut pas décider sur la base. Laissez-moi, madame, définir ça. Rapidement. La CEDEAO, vous voyez que le référendum était prévu le 1er mars. La veille, le président Alpha Condé fait une déclaration pour dire que c'est reporté au 22 mars. Puisqu'il dit, ce n'est pas une reculade. Vous vous souvenez? C'était une reculade parce que l'Union africaine avait envoyé des observateurs. La CEDEAO, quelques jours avant, voulait envoyer des chefs d'État qui n'ont pas été acceptés. La CEDEAO a donc décidé, sous la houlette du président Issoufou Mamadou, de ne plus envoyer des observateurs. L'Union africaine prend un communiqué pour dire dès lors que la CEDEAO, l'organisation régionale, ne va pas envoyer des observateurs, nous retirons nos observateurs. Dans le langage diplomatique, ça c'est très fort. Et c'est ce qui avait amené la Guinée et le président Alpha Condé de reporter. Donc la CEDEAO, à mon avis, a beaucoup de failles. Y compris sur cette question. Et c'est pourquoi, j'ai fini, il y a maintenant un projet pour modifier le protocole additionnel, pour rendre toute la pelouse surface de réparation, pour dire plus de troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Il y a encore quelques blocages. Certains États bloquent. Et la CEDEAO étant une organisation intergouvernementale ne peut pas agir tant qu'il n'y a pas ce consensus dégagé entre les chefs La CEDEAO avait donc les mains liées. Merci à vous, Dr Issa Kassoaré. Je rappelle que vous êtes expert, consultant, spécialiste de gouvernance, de gestion et de médiation. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'aborder le sujet sur la loi de finances initiale 2023. Ce n'est qu'une partie remise. Nos excuses donc à Mohamed Kamara, économiste et associé gérant d'un cabinet d'audit de la place. En attendant l'annonce du nom de la nouvelle saison qui interviendra très bientôt, ça se prépare avec le meneur de la révolution médiatique en Guinée. Nous poursuivrons demain le débat avec Khalil, le meilleur de sa génération. Un grand merci à tous, à l'équipe technique, Tcherno Hassan Diaoune, Mamadou et Ibrahim Assila, assistés de nos deux techniciennes. Fatoumata Bari, je vous souhaite une très belle journée à notre compagnie.